Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, on va se parler d'un point bien spécifique, d'un truc qui est en train de se passer du côté de la réalité virtuelle en ce moment, peut-être même de la réalité mixte, on verra. C'est aujourd'hui, ce mercredi 27 septembre, que Meta a officialisé le lancement du successeur de ce truc-là, qui est tout simplement le Meta Quest 2. Le successeur, c'est le Meta Quest 3 avec un changement de taille, puisque si ce modèle-là intègre la puce XR2, le nouveau Meta Quest 3 intègre la puce XR2 Gen 2. Et alors pourquoi je prends certaines pincettes, notamment autour de cette réalité, autour de la VR et de cette réalité mixte, parce qu'effectivement il y a des choses qui ont d'ores et déjà été clairement annoncées de la part de Meta sur ce sujet-là. On sait bien que le Meta Quest 3 va ouvrir un petit peu ses usages, mais pour autant, au moment où j'enregistre cette vidéo, les annonces officielles de Meta n'ont pas encore eu lieu, donc on va mettre un petit peu les fuites de côté. En revanche, pour ma part, j'ai d'ores et déjà été invité par Qualcomm lors d'un événement, alors un événement assez exclusif, puisqu'on n'était pas nombreux, mais en plus j'étais le seul Français convié sur place, et sur place, c'était tout simplement au sein de leur XR Lab Europe, qui est situé à Vienne, en Autriche. Et j'en suis revenu déjà avec une puce, enfin ils me l'ont envoyé, cette fameuse XR2 Gen 2, mais surtout j'en suis revenu avec des informations plus détaillé sur ce qu'est capable de faire la puce. Et je vais uniquement ramener ici les infos potentiellement à ce que j'ai vu, parce que pour l'instant, je n'ai pas vu la conférence Meta. Et pourquoi cette vidéo d'ailleurs que j'ai un petit peu hésité à vous faire? Eh bien c'est que tout simplement, on a d'un côté une puce, un SoC, qui est capable de faire des choses, mais je ne sais pas de quelle manière, cette fois-ci, Meta va les exploiter dans son Meta Quest 3. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque, vous le savez, Qualcomm, est partenaire certes de Meta, mais de quasi la totalité du marché des casques VR, a fortiori autonomes, comme de Pico aussi, avec ici le Pico 4, mais qui devrait, de toute façon, les fuites aussi laissent penser que Pico va réagir à plus ou moins long terme, peut-être que ça sera plutôt courant 2024, on verra bien. Mais c'est pour ça que je me suis dit, finalement, on va quand même se faire cette vidéo sur la puce en elle-même, même si on va basculer sur le PC, qu'on va éplucher un petit peu des slides, ça va certes pas intéresser tout le monde, mais pour ceux qui vraiment souhaitent comprendre ce dont la puce est capable et comment Meta va concrétiser ça à l'intérieur de son casque, voilà, ça, je pense que ça a de l'intérêt. On bascule, on va tout simplement maintenant consulter les quelques slides que je peux désormais vous partager pour se faire un point sur les augmentations de la puissance, quel est l'impact sur l'autonomie, et puis surtout aussi la vision de Qualcomm, parce que c'est quand même lui qui est le fournisseur de la puce, c'est lui qui peut aussi orienter le travail des constructeurs également, et à charge à eux ensuite d'accepter ou d'intégrer ou non dans leur cas certaines fonctionnalités. Allez, c'est parti, on bascule sur le PC et on va décortiquer tout ça. On retrouve ici quelques-uns des produits qui ont été lancés, qui existent, quelques-uns des produits que j'ai testés aussi, puisqu'on retrouve le Pico 4, on retrouve le Meta Quest 2, et puis on retrouve des produits que je ne connais pas du tout, clairement, et un que je connais déjà maintenant un petit peu mieux avec ce Lynx R1, je vous en ai parlé sur la chaîne. C'était encore une version qui était dans une forme d'évolution, c'était pas encore les versions définitives de ce produit, et clairement Stan était présent sur cette journée à Vienne, sur ces XR Lab, et clairement, moi, j'ai redécouvert un XR1, qualité d'image, ça s'était quasi métamorphosé. Ils m'ont dit, ok, c'est cool que tu t'en rends compte. Il m'a dit, parce que ouais, on a bossé sur le logiciel, et on a bossé sur d'autres choses, que je dis, mais j'ai presque l'impression que tes lentilles, là, au nom imprononçable, elles ont presque été polies. Vraiment, j'ai redécouvert un casque. Alors, sur les usages, évidemment que j'avais pas grand chose, j'avais les applis qui étaient développées, qui m'étaient ici mises à disposition par Lynx. Mais là où ça m'a permis de prendre conscience, c'est qu'il y avait aussi des gens qui étaient sur place qui utilisaient le Lenovo A3 avec des cas d'usage très sympas. J'avais des choses où je pouvais effectivement me déplacer dans un corps humain, utiliser cette réalité mixte pour voir des choses. Et c'était pauvre, et surtout, c'était pas si pauvre que ça d'ailleurs, parce que les contenus finalement pouvaient être intéressants. C'est juste qu'on avait une forme de puissance de calcul qui était déportée dans un smartphone. J'avais une paire de lunettes Lenovo A3 qui chauffait sur le visage avec un champ de vision extrêmement étriqué. C'était tout petit. Donc clairement, je me suis dit, en fait, le Lynx R1, c'est trop bien. En fait, c'est trop bien. Donc voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse que j'ouvre, qui va nous mener forcément à une autre vidéo sur qu'est-ce qui va se passer sur les technologies AR. Et donc justement, pour bien comprendre un petit peu la position de cette puce XR2 Gen 2, au cas où, si jamais vous ne l'avez pas compris, la XR2 Gen 2, elle est là. Elle adresse ses usages VR et MR. Je sais que c'est pas simple parce qu'on se parle
d'une puce qui s'appelle XR2 Gen 2, XR pour Extended Reality, mais cette XR2 Gen 2, c'est l'AVR et l'AMR. L'AR, c'est une autre plateforme, une autre puce. On va le voir juste après. C'est une puce qui s'appelle AR. Donc AR1, Gen 1, bref. On va s'en reparler. Mais ça va pas être le gros sujet de cette vidéo. Les usages VR et MR, qui sont ici illustrés rapidement, mais vous les connaissez, sur la partie grand public et sur la partie professionnelle, entreprise. Quels sont les usages qu'on peut en faire? Le sport, le jeu vidéo, l'aspect social et l'aspect événementiel. Regardez un concert, regardez diffusion d'un match de sport, un match de basket, un match de foot, peu importe. Ce sont les usages que l'on imagine, les 4 grands usages, parce qu'évidemment qu'il y en a d'autres, mais ce sont les 4 grands usages qu'on imagine sur la partie consommateur. Ensuite, on a cette partie AR, gérée par une autre plateforme, j'insiste, qui va se matérialiser dans des lunettes qui vont prendre un format plus léger, et c'est un format plus léger sur lequel travaille Qualcomm avec ses partenaires, les marques, les constructeurs cette fois-ci, mais eux, leur puce et leur vision, c'est déjà comment on déporte ce fameux computing unit. On met des choses dans le casque pour couper les fils, donc de la connectivité, de la puissance, un processeur, un coprocesseur, etc. J'en vois un petit peu sur notre autre sujet, mais évidemment que c'est un sujet sur lequel ils travaillent. Et clairement, je vous le dis, peut-être que demain, avec une bonne connectivité et du Qualcomm dans votre box à la maison, eh bien vous arriverez chez vous avec votre paire de lunettes connectées et puis vous pourrez déjà commencer à consommer du contenu. Et ce contenu, eh bien ça sera par exemple un contenu multimédia. Vous rentrerez affalé dans votre canapé, prendrez votre paire de lunettes sur la table basse, vous la mettrez devant les yeux et puis vous regarderez votre journal télévisé, vous regarderez votre film sans être complètement coupé. Pourquoi pas aussi vous lancerez dans votre cuisine du soir, vous avez compris le truc. Et puis quand vous serez à l'extérieur, vous prendrez votre paire de lunettes à réalité augmentée et puis vous ferez votre shopping de manière un petit peu enrichie et votre navigation aussi évidemment. Pourquoi pas dans un cadre de vélo pour c'est des cadres des usages où on a besoin d'être attentif sur la route, garder les deux mains sur un guidon. Pourquoi pas avoir un petit écran. C'est chose qui existe déjà, mais de manière peut-être plus efficace, plus performante. Alors, ce qui m'emmène très rapidement à la slide suivante, le rappel de ces grandes catégories que je viens tout juste d'évoquer, donc cette réalité virtuelle, réalité mixte et réalité augmentée, et donc les deux plateformes, les deux puces, bel et bien différentes. XR2 Gen 2 pour l'AR, pour l'AMR, et la VR, et l'AR1 Gen 1 pour l'AR. On y reviendra, parce que j'ai évidemment des informations, mais je vous l'ai dit, j'ai une interview, on va essayer de mettre tout ça un petit peu en forme, et puis j'y reviendrai. Là, on s'intéresse concrètement à cette puce XR2 Gen 2, parce qu'on est dans le contexte de l'annonce également du casque du MetaQuest 3. On défile un petit peu, et là, on va entamer, encore une fois, 3 grandes rubriques, qui vont un petit peu découper les choses qui se passent autour de la VR. Pour assurer une belle immersion, il faut de la puissance de calcul. Il faut une qualité d'image. Et donc là, on embraye tout simplement, et bien sûr, la puce elle-même, cette Snapdragon XR2 Gen 2 qui est là, regardez, c'est pas gros, c'est pas gros du tout, ça fait, 1 centimètre et demi de côté, c'est, la taille de mon ongle de pouce, voilà, tout simplement. Vous la voyez, elle est là, et puis, regardez, je peux même ouvrir ce petit case qui m'a été envoyé, offert avec la puce ici, voilà, cette petite puce XR2 Gen 2, et puis au dos, eh bien, on voit bien qu'il y a tout ce qu'il faut pour venir la positionner sur ensuite son PCB. Simplement, voilà, hop, elle est là, cette petite puce. Donc, vous voyez, c'est pas grand, mais du coup, si jamais vous n'avez pas idée de comment c'est décomposé à l'intérieur, voilà, vous l'avez là, sous les yeux. Et parmi les premières évolutions, et peut-être les premiers chiffres qui nous intéressent ici, on a un boost de la puissance, augmentation de la puissance GPU, multiplication de 2,5 fois des performances GPU. Donc ça, déjà, on se dit, ok, c'est cool, c'est bien. En même temps, c'est ce qu'on attend d'une évolution de puce, qu'elle soit plus performante, évidemment, et sur le traitement graphique. Et là, on a les autres composants qui tous ne vont pas être décrits, mais voilà, la grande amélioration sur la partie processeur, 2,5 fois d'augmentation de la puissance GPU. Abaissement, donc une meilleure gestion de l'efficience, de power efficiency, de l'efficience énergétique de cette partie GPU de 50%. Donc du coup, il faut s'attendre à des casques plus autonomes ou pas. On n'en sait rien. Là, la puce en elle-même, ce que Qualcomm réalise, c'est c'est une puce avec un GPU 2,5 fois plus puissant et avec 50% d'amélioration de la gestion de l'efficience, de l'énergie, pardon. Le reste, ça ne le regarde pas. Est-ce que aujourd'hui, du coup, on a une puce qui est plus performante, donc les constructeurs de cases vont se dire, nous, ce qu'on veut, c'est avoir 2h30, 3h, et donc on va dimensionner la taille de la batterie d'une certaine manière, et puis ensuite là-dessus, évidemment, que il y a la couche jeu vidéo.
est-ce que les jeux vont être plus ou moins gourmands, plus ou moins optimisés, et les applications aussi, n'oublions pas évidemment toutes ces autres applications. Donc ça, c'est la promesse de Qualcomm, avoir un GPU qui offre un tel niveau de performance. Il m'a clairement été dit que ça, c'était notamment rendu possible par une amélioration de la dissipation thermique de la puce. C'est-à-dire qu'on peut aller aussi un petit peu plus loin parce qu'on a bossé sur les phénomènes de dissipation thermique. Donc on peut la solliciter. L'autre piste, évidemment, qui nous intéresse dans cette amélioration de la puissance de calcul, eh bien, c'est ce que ça peut provoquer au sein des casques, et en l'occurrence, ce que ça peut permettre de faire, ce que ça peut offrir aux marques, aux constructeurs, pardon. Et les constructeurs, eh bien, eux, demain, ils auront une puce entre les mains qui peut faire, dans laquelle, ils peuvent intégrer des écrans de 3K par 3K. Alors ça, c'est ce que propose la puce. Est-ce que le MetaQuest 3, au moment où j'enregistre cette vidéo, je l'ai suffisamment dit, j'ai pas encore tous les détails, mais est-ce que Meta va mettre un écran de 3K par 3K? Est-ce que Pico demain mettra un écran de 3K par 3K? J'en sais rien. Mais en tout cas, la puce, elle sait le faire. Elle sait le faire avec, en plus, les traitements qu'on retrouve, Game Super Resolution, le rendu fovéal, et Spacewrap, il me semble que c'est une application aussi dans la gestion de la puissance de la puissance de calcul et des performances des calculs GPU. On va pas rentrer ici dans tous les détails, mais voilà. Les constructeurs ont désormais cette puce qui peut faire ça. Donc une amélioration significative, sans doute, de la qualité d'image. Et dans tout ce qui était, alors ça c'était des choses qui étaient évidemment prévues, qu'il fallait s'attendre. Et donc du coup dans les discussions que j'ai déjà commencé à avoir, notamment avec mes proches, ils me disent ouais mais quel intérêt d'avoir un truc qui va aller aussi loin si demain les éditeurs de jeux continuent à nous faire des portages qui doivent être compatibles avec le MetaQuest 2, avec le MetaQuest 3. Donc finalement on aura un MetaQuest 3 qui a une puce qui est plus performante mais qui est bridée tout simplement parce qu'il faut que les jeux eux-mêmes soient interopérables avec les casques. Est-ce que les éditeurs de jeux vont appliquer des patchs pour qu'on ait une meilleure expérience sur MetaQuest 3 que sur MetaQuest 2? Est-ce qu'ils ont l'argent pour ça? Est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils ont la volonté sur ce marché de niche qu'est la VR d'aller aussi loin? Est-ce que finalement le meilleur moyen de profiter d'un écran 3K par 3K, ça sera pas d'utiliser son casque en PC VR? Tout ça, c'est plein de questions qui sont ouvertes. Évidemment, on voit bien que déjà aujourd'hui, avec un MetaQuest 2 ou avec un Pico 4, lorsqu'on utilise les jeux en PC VR, c'est tout autre chose quand même. Donc ça, encore une fois, amélioration de la performance. La deuxième brique de ce qui nous a été présenté, Seamless in Motion, c'est la liberté de mouvement, la VR, ce qui nous plaît autant, d'interagir avec ces éléments, de commencer à être dans une réalité virtuelle, dans cette immersion. Et pour ça, eh bien, vous le savez qu'il y a des technologies, on a commencé à se parler du rendu fovéal, mais il y a tout un autre pan qui rend cette réalité virtuelle au plus proche de la réalité immersive, au plus proche de la réalité, j'ai envie de dire. Eh bien, c'est l'amélioration cette fois-ci à la fois de votre environnement et de qui vous êtes, de ce que vous faites dans cette réalité virtuelle. Donc on a des grands plans là, des grands pans qui sont décrits. La détection des surfaces, l'estimation de la profondeur, la reconstruction de votre environnement 3D, l'interprétation des objets et de votre tracking. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs d'ores et déjà, quand une caméra quand le processeur doit analyser les retours que font la caméra, quand vous créez votre Guardian, si vous avez un MetaQuest 2, vous savez que quand vous créez votre Guardian, les caméras au travers, quand vous avez ce passe-through, vous voyez déjà si elle a identifié qu'il reste un objet dans votre zone. On sait qu'il y a eu des choses possibles, la possibilité de placer son canapé, de dessiner son bureau également. Donc ça va encore s'améliorer. D'ailleurs, j'ai eu des démonstrations qui étaient très intéressantes là-dessus. Et puis, il y a l'autre pendant qui est vous dans cette réalité virtuelle et pas seulement votre décor. La compréhension du head tracking, le suivi de votre tête, le suivi de votre visage et le suivi du face tracking, comme j'ai dit, et le suivi de vos yeux, pardon. Le suivi du visage et le suivi des yeux et bien évidemment aussi le suivi des mains. Donc ça, c'est toute l'interaction qui va rendre votre avatar réel, le suivi des mains, possibilité de jouer sans les contrôleurs, intervenir dans cette réalité mixte, pourquoi pas. Donc ça, c'est évidemment un point qui devait s'améliorer dans les casques. Et ensuite, on a l'interprétation au sens plus large de vous, votre corps, avec l'avatar encoding et decoding, c'est-à-dire que le casque interprète ce que vous faites dans la réalité pour la calquer ensuite sur la réalité virtuelle ou réalité mixte. Donc le control tracking, donc le suivi des mains qui va servir à interpréter
le mouvement de vos mains, et pourquoi pas du coup créer une prolongation de vos membres, tout simplement, appliquer le dessin de vos bras, encore une fois, Qualcomm propose ensuite l'éditeur du jeu, du monde virtuel, etc., à lui de créer cet avatar et d'utiliser les données pour créer quelque chose de plus ou moins réaliste. Et ensuite, on a le motion tracking, c'est comment on interprète les mouvements des jambes avec les caméras qui sont positionnées par exemple en partie basse, comment on interprète les mouvements des jambes pour les appliquer dans la réalité virtuelle sans avoir à porter des trackers physiques, mais ne pas avoir à apporter ces combinaisons de tracking. Et donc tout ça, eh bien, cette interprétation de votre visage, de votre environnement et de votre corps passe par la partie hexagone NPU, Neural Processing Unit, qui là, eh bien, offrirait des performances 8 fois supérieures par watt. Alors, c'est vrai que du coup, c'est un petit peu délicat à interpréter. On va juste se dire, bon, bah, c'est 8 fois plus performant. Et en l'occurrence, 8 fois plus performant par watt que la XR2 Gen 1. Donc, on va plutôt prendre ça comme une très bonne nouvelle. Mais on voit bien que c'est basé sur des tests. Donc ici, basé sur un benchmark qui est MobileNet V3, la partie détection d'objets avec YOLO X, le hand tracking via MediaPipe. Et donc ça, c'est comparé à la précédente génération du moteur d'intelligence artificielle. Donc bah bonne nouvelle, on va avoir Hexagon NPU, lui aussi, boum, il va s'offrir un petit boost de performance de 8 fois par watt par rapport au XR2 Gen 1. On poursuit cette découverte et on arrive désormais à ce qui est cette Engine for Visual Analytics. Et alors Engine for Visual Analytics, c'est la partie qui gère vos degrés de liberté. Parce que c'est bien, vous pouvez bouger, on sait qu'on a les 6 DOF, on a parlé du petit truc déjà qui nous suit le visage, qui nous suit les membres, etc. Ensuite, il faut aussi un truc qui interprète ces 6 degrés de liberté dans cette réalité virtuelle, et cette partie de la puce doit le faire de manière la plus performante possible, la plus réactive, la moins énergivore encore, et c'est ce dont on a ici sur cette slide, ces différentes informations. Encore une fois, cette comparaison entre le Snapdragon XR2 Gen 1 avec ses 6 degrés de liberté, pas de souci, et le Snapdragon XR2 Gen 2. Mais là, petite subtilité, on peut lire que ce Snapdragon XR2 Gen 1 6 DOF, c'était déjà du 6 degrés de liberté, un DOF pour Degrees of Freedom, eh bien c'était du software based avec ces petites choses-là sur lesquelles je vais revenir. Et le Snapdragon XR2 Gen 2, 6 DOF également, eh bien lui c'est EVA 3.5 hardware based. Donc c'est vraiment cette puce-là qui prend le truc en charge. EVA c'est tout simplement ça veut tout simplement dire Engine Visual Analytics 3.5 hardware base, qui va permettre de réduire encore une fois la latence. Regardez, on n'a pas de valeur d'échelle exacte, on n'a pas de chiffres, c'est pas exactement chiffré, mais on a ces graphiques là qui nous permettent d'en conclure que par exemple le temps de latence de l'interprétation du casque de vos mouvements, tout simplement, la latence qui ensuite est appliquée dans le traitement du signal, on voit que allez, c'est quasiment un tiers, voilà. Je pense que on peut se dire que le temps de latence est divisé par 3. Mais on le sait aussi qu'il y a un rapport entre le hardware et le software. L'éditeur de jeu, clairement, Rames VR qui teste beaucoup de jeux sur sa chaîne, eh bien des fois il a des choses qui sont catastrophiques, mais qui sont pas liées au hardware, qui sont liées au software. Mais quoi qu'il en soit, là la puce de toute façon proposera de meilleurs rendus, une meilleure qualité, donc moins de latence, pardon. Ensuite, on a la consommation énergétique. J'ai dit, c'est des performances 2,5 fois supérieures sur le GPU, meilleure dissipation thermique, un abaissement de la conso. Et là, sur cette partie-là aussi, eh bien, la partie power usage, par rapport au traitement qui était confié de manière logicielle, le fait d'avoir désormais une unité de calcul dédiée, eh bien, on abaisse la consommation. Cette fois-ci, je dirais qu'on la divise à peu près par 2. Voilà. C'est sensiblement ce que l'on peut considérer. Et ensuite, à l'inverse, on voit que ici, on a eh bien, le nombre de points qui peuvent être détectés d'une certaine manière. C'est comme ça que des points clés qui peuvent être détectés. C'est comme ça que je le comprends. Et là, de nouveau, on voit cette fois-ci qu'on est à peu près sur une performance cette fois-ci doublée. C'est pour ça que le graphe il est dans ce sens-là, c'est que bien cette EVA 3.5 hardware based, il offre lui, bien visiblement le double de performance. Donc là aussi, c'est quand même pas négligeable du tout. Et ensuite, on a ici, bien, le découpage un petit peu des différentes features, donc des différentes fonctionnalités de ce EVA, donc Engine for Visual Analytics. Voilà. Tout ça, on était dans de la puissance de calcul, dans tout ce qui va nous profiter dans la réalité virtuelle, mais je vous l'ai dit, on est
sur l'envie de couper les câbles, ça fait un moment déjà entre le jeu autonome et puis le jeu PC VR aussi. C'est évidemment une grosse utilisation et le streaming de contenu. Et donc la connectivité doit évoluer aussi. On sait que c'est quelque chose qui est extrêmement important. On sait que la VR est gourmande en bande passante. Et donc, XR2 Gen 2, Wi-Fi 7 ou Wi-Fi 6E. Encore une fois, à charge ensuite au constructeur du casque d'intégrer ce qu'il souhaite. Mais la puce elle-même peut gérer Wi-Fi 6E et Wi-Fi 7. Et on a du coup quelques chiffres qui y sont associés, comme ce 40% de consommation énergétique en moins avec du Wi-Fi 7. Attention, c'est précisé ici en bois. 40% d'abaissement de la consommation et 5,8 gigabits par seconde de vitesse de transfert max. Alors évidemment que je vous donne ces chiffres avec du Wi-Fi 7, mais aujourd'hui, quasi personne, puisqu'il existe bien des modems routeurs, mais qui les a achetés, ces produits? Enfin, il existe bien des produits Wi-Fi 7, pas des modems, mais des routeurs Wi-Fi 7, mais qui a acheté ces trucs-là, notamment je pense à TP-Link, mais ça va arriver d'ici la fin de l'année, notamment Netgear va communiquer des choses sans doute au travers de tout ça. Bon, les grands vont s'y engouffrer. Et un temps de latence réduit de 80%. Troisième et dernier volet de cette présentation qui nous a été faite, là vous avez Realities Reimagined, et réimaginer votre réalité, tout simplement. Et là, on entre dans le dur avec ce que Meta a appelé aussi MR, pour ce fameux Meta Reality, mais qui laisse aussi sous-entendre évidemment Mixed Reality. Et ce fameux Mixed Reality, je vous l'ai dit, c'est l'autre volet de ces puces XR2 Gen 2, VR et MR. Et là, on est dans cette fois-ci une autre des capacités de cette puce, c'est le temps de latence de la vidéo captée par les caméras. Je vais faire un parallèle, puisque sur la chaîne je parle beaucoup de télé, je fais un parallèle avec ce qui se passe dans le monde de la télé avec l'upscaling vidéo. Quand vous affichez une image sur votre téléviseur, elle provient d'une source, qu'elle soit intégrée au téléviseur ou qu'elle soit déportée via la prise HDMI, un lecteur Blu-ray, etc. Peu importe votre box opérateur, elle envoie un signal, qu'il soit 720, 1080 ou nativement 4K. Puis ensuite, vous avez une surcouche de traitement du processeur qui vous permet d'améliorer ces signaux, gérer la fluidité, gérer le bruit numérique, etc. Et ensuite de l'afficher sur l'écran. Eh bien, c'est pareil. Ce procédé, d'une certaine manière, la source devient votre caméra extérieure de votre casque, donc caméra see-through ou pass-through. Et donc là, on est dans le see-through, donc vidéo see-through, VST, et c'est la latence. Et donc là, cette fois-ci, on se parle plus d'un produit Qualcomm, on se parle d'une puce traditionnelle. Donc on prenait une puce côté concurrent, une puce concurrente de la solution de Qualcomm. Eh bien, ils estiment que la latence, elle est de 50 millisecondes. C'est les chiffres que Qualcomm me donne. Moi, je suis incapable de les vérifier. Pas plus que je suis capable de dire que ça fait 12 millisecondes pour ce dont on va se parler après. Donc grosso modo, cette fois-ci, dans l'ordre, vous le voyez bien, on a la caméra qui capte ce qui se passe. Ensuite, on a un procédé de correction lié aux lentilles. Donc on attend la frame, donc on attend la trame, en fait, on attend l'image. Et ensuite, de cette image, avec la correction de la lentille, on lui applique un rendu. Et ensuite, on attend une réponse de l'écran, et puis ensuite on applique la correction de la déformation, et ensuite on a le rendu final sur l'écran. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris lorsque ça m'a été présenté. Eh bien, toutes ces multiples processus qui forcément rajoutent de la latence, on parle de 50 millisecondes, eh bien, sur la plateforme Qualcomm, désormais, c'est la caméra qui capte un truc, et qu'on a donc ce vidéo see-through VST qui est de 12 millisecondes seulement. Elle capte ce qui se passe, boum, je traite tout en une seule étape, et je l'affiche sur le display. Encore une fois, pour faire le parallèle avec les procédés d'upscaling, c'est quelque chose qui a été remarqué notamment du côté de chez LG et d'autres, lorsqu'ils ont commencé à imbriquer de l'intelligence artificielle dans leur téléviseur, eh bien, ils ont été capables de réduire grandement les étapes de traitement parce qu'il fallait empiler les couches comme ça pour procéder à de l'upscaling. Et aujourd'hui, eh bien, au sein de la puce Qualcomm, visiblement, cette combinaison de tout ce que l'on a vu jusqu'à présent permet d'avoir donc un rendu caméra display, un affichage caméra écran avec une latence de seulement 12 millisecondes. Et donc on a que cette démonstration, cette démo tout simplement, de ces deux personnes qui sont en train de jouer au ping-pong en jouant au travers des caméras du casque. Voilà. Donc clairement, ça pourrait être un usage réalité mixte, parce que là, il n'y a rien qui est appliqué, puisque c'est un produit Qualcomm. Qualcomm n'est pas là pour pousser des interfaces graphiques, ils sont là pour vous montrer ce que le hardware, ce que la puce sait faire. Mais imaginez qu'on pourrait avoir en réalité mixte, pourquoi pas un affichage du tableau des scores, pourrait avoir différentes choses
choses comme ça, peut-être l'analyse du dernier impact de la balle sur la table, peut-être même la capacité d'analyser la vitesse. Je sais même pas ce qui est possible de faire, ce que les éditeurs de jeux ensuite pourraient imbriquer dans tout ça. Mais voilà, en tout cas, ce temps de latence serait grandement réduit. Et donc on a cette plateforme, moins de latence, plus de performance, meilleure autonomie qui est attendue, etc. Et on a donc une autre de ces briques qui est cette fois-ci le Spectral ISP, Qualcomm Spectra ISP, qui lui, va se charger cette fois-ci dans cette logique de réalité mixte. Vous savez bien qu'on peut ne pas avoir, des environnements. Enfin, on n'a pas tous les mêmes environnements et donc on aura Dynamic Light Range, donc un truc qui est un peu difficile à comprendre. Peut-être que c'est gestion dynamique de la luminosité, pour que tout simplement, en fait, je pense que Dynamic Light Range, c'est, je pense, l'adaptation de la projection que vous avez en fonction des conditions ambiantes. Je pense que ça va gérer évidemment la logique de luminosité, la logique de contraste. Il va falloir avoir peut-être un petit peu plus de précision et ça viendra sans doute des tiers qui, encore une fois, sont des éditeurs d'applications et de jeux. La réduction du bruit et la correction de la géométrie. Vous le savez, typiquement, là je vais prendre un cas de Pico, mais évidemment que Meta fait partie de ces acteurs qui, historiquement, font régulièrement évoluer leur technologie, puisqu'on l'a vu au travers du hand-tracking, ça énormément évolué, mais la géométrique correction, cette correction géométrique, j'ai bien envie de l'associer à Pico, parce que dans le Pico 4, j'avais un rendu au niveau du hand tracking sur les premières heures d'utilisation du casque, sur les premières versions du firmware, qui n'était pas génialissime, et il s'est grandement amélioré, et donc ça, encore une fois, je pense que ça va évidemment profiter à ces acteurs qui souhaiteront en tirer le meilleur, mais ça sera de toute façon, et j'insiste, toujours dépendant de la suite, c'est-à-dire que la qualité des caméras qui seront présentes sur le casque et la qualité évidemment de tous les capteurs qui seront intégrés feront la qualité même de votre expérience et de tous ces dispositifs-là. Le tableau récap, ce qui va nous mener à la fin de cette vidéo, un récap avec donc cette puce Snapdragon XR2 Gen 2, augmentation de la performance GPU, 2,5 fois plus performant, amélioration de l'intelligence artificielle avec ce fameux NPU, Neural Processing Unit. Donc, effectivement, 8 fois plus performant qu'une XR2 de Gen 1. 12 millisecondes pour le temps de latence de ce see-through. Jusqu'à 10 capteurs pouvant être intégrés. Donc, les capteurs devant du casque, à l'intérieur pour le face tracking, eye tracking, etc. L'évolution optimisée donc pour les écrans en 3K par 3K. Est-ce qu'ils seront intégrés ou non chez Meta, chez Pico, chez d'autres? Parce qu'évidemment, je vous l'ai dit, il y a une multitude d'autres marques, mais on peut s'attendre à ce que ces deux-là se renvoient quand même bien la balle. Se bagarrent un petit peu, qu'on ait la réponse du berger à la bergère. Snapdragon Sound, on n'a pas beaucoup parlé, on n'a même pas eu des masses d'informations là-dessus, mais on peut considérer que c'est le rendu aussi un petit peu plus de spatialisation, mieux identifié lorsqu'un son vient de la gauche, de la droite. Est-ce qu'un jour on aura du Dolby Atmos à l'intérieur de nos casques, savoir quand un son nous arrive du dessus ou du dessous. C'est marrant d'être capable de se déplacer dans une map et d'avoir un bruit d'hélicoptère au-dessus de la tête, les bruits de ses pas dans l'eau également, les bruits tout simplement d'un zombie qui nous attraperait par la jambe. Tout ça fera partie évidemment de l'immersion qu'il faudra identifier dans un avenir plus ou moins proche, et la connectivité. Voilà. Et donc dans tout cela, Qualcomm nous a rappelé tout simplement sa proximité avec le premier à annoncer son casque sous cette puce XR2 Gen 2 qui est donc Meta, avec ce MetaQuest 3, et je le rappelle donc au moment où je crée cette vidéo, où j'enregistre, tous les détails n'ont pas encore été communiqués par Meta, et donc j'ai hâte de voir évidemment ce que le constructeur va nous prévoir. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été publiée pas trop tard justement par rapport à l'annonce de Meta, parce que j'ai eu énormément de travail et surtout j'attends encore certaines validations. Donc j'espère que ça vous a plu, mais je reviendrai sur la suite, parce que vous le voyez évidemment qu'il y a toute cette partie AR avec les Smart Glass et donc cette plateforme AR1 Gen 1. Et je pense que j'y reviendrai au travers de l'interview que j'ai pu mener donc de Jérôme Jacquemin, qui effectivement porte-parole français au sein des XR Lab Europe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'identifier si on se retrouve par rapport à ce que Qualcomm annonce, est-ce que Meta intègre, ce que Meta concrétise, ou s'il va falloir attendre que d'autres acteurs
eh bien, nous propose des choses différentes, mieux disantes, moins disantes. Tout ça, c'est à suivre. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire. Le petit pouce qui va bien, qui motive, qui fait du bien à l'algorithme et qui fait du bien à la chaîne. Donc, n'hésitez pas, allez-y, cliquez sauvagement sur ce bouton. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous les voyez, ils s'affichent. À nous retrouver aussi sur le groupe de discussion Discord et exprimez-vous dans la partie commentaires. Dites-moi, est-ce que vous avez l'intention d'acheter un MetaQuest 3, peut-être à Noël, peut-être avant? Est-ce que vous avez l'intention d'attendre un petit peu de voir comment ce marché va évoluer? Qu'est-ce qui vous hype le plus dans ce qui a été annoncé d'ailleurs? Parce qu'évidemment, je vais faire une vidéo sur le MetaQuest 3 pour voir comment tout ça se concrétise. Mais la partie réalité mixte quand même, enfin moi ce que j'ai vu, je vous l'ai dit, le MetaQuest 3, j'avais pas l'intention de le commander, je me disais vraiment, je vais attendre pour voir vraiment ce que les autres vont annoncer. Ouais, quand même, je me dis, voilà, j'irai bien pour voir, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien, ciao.